Bon, bah, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo 100% féminine, du coup, parce que c'est ma première. Et aujourd'hui, j'ai Sandrine Bertrand, invitée avec nous. Donc, consultante SEO depuis, bah, du coup, 20 ans maintenant. Je te laisse, je te laisse te présenter un petit peu. Bonjour, moi, je m'appelle Sandrine Bertrand, je suis consultante senior chez SEO Hackers. J'ai commencé le référencement en 2002-2003 à peu près. Donc j'ai été tour à tour chez l'annonceur, en agence, à mon compte, chez l'annonceur et en agence maintenant chez SEO Hackers. Donc j'ai une très bonne culture web et notamment une très bonne culture Google puisque j'ai suivi les évolutions de Google, les mises à jour de l'algo et comment survivre à tout ça. Donc j'ai une bonne idée de ce que c'est que le référencement, on va dire. Ok, eh ben super. Du coup, voilà, la thématique de notre vidéo aujourd'hui, ça va être l'utilité d'un audit SEO. Et du coup, je vais te demander ton avis et ton expérience personnelle sur des questions du coup bah, de cet ordre-là pour voir un petit peu les raisons de faire un audit, qu'est-ce que tu vas analyser et un peu tout ça. Donc, quand faire un audit? Quand est-ce que tu considères que c'est le moment de faire un audit SEO et pour quelles raisons? Alors, en fait, il y a plein de moments différents pour faire un audit SEO. En fait, ça suit la vie du site. On fait un audit SEO avant la mise en ligne du site. Si possible, même on intervient en amont de la création du site. Comme ça évite d'avoir à repasser sur les erreurs. Ensuite, on va en faire, je dirais, faut presque en faire un une fois par an, en fait, à minima, au moins de checker, de vérifier, parce que le site, il vit, il bouge, il y a des mises à jour, donc et de vérifier si tout est toujours bien en place. C'est pas rare d'avoir des choses qui disparaissent, des modifications, des pages qui se mettent en non-index parce que quelqu'un a fait une erreur. Donc, il faut vérifier de façon régulière. Les gros audits aussi qu'on va réaliser, c'est lors des migrations, donc ou D'accord. des changements de CMS souvent, ou des refontes. Donc ils ne changent pas de CMS, mais ils remettent un coup de peinture sur le site. Et parfois carrément des changements de domaine parce qu'il y a eu des rachats de sociétés. Voilà, donc c'est toute la vie d'un site en fait. Mais comme on vérifie sa maison ou régulièrement à faire le tour pour vérifier si les volets ils sont toujours en bon état, ben c'est pareil, il faut le faire régulièrement. Oui, c'est sûr. Ça me paraît logique aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu vas analyser, toi, pour le référencement d'un site ou d'un blog en particulier? En particulier, tout. En fait, oui, faut tout regarder à chaque fois. Donc bon, il y a des façons d'aller vite et puis avec l'habitude, on est plus rapide, mais il faut regarder autant sa structure de site, la technique du site, le contenu du site, et les liens qu'on a vers le site. Donc à chaque fois, c'est toujours les trois mêmes piliers, hein. On n'a rien inventé depuis très longtemps, mais ces trois piliers-là, en fait, il faut les vérifier et il faut tout vérifier dedans. On peut avoir un excellent contenu, mais si on s'est planté et que le robot TXT il interdit au moteur de venir, on ne sera pas indexé. C'est basique, mais pourtant ça arrive régulièrement. Si on fait pas, si on a une excellente technique, que le site il est très bon, il n'y a aucune erreur, tout va bien, mais qu'on n'a pas de contenu, on aura du mal à ranker aussi. Et de la même façon, si on n'a aucun lien qui pointe vers nous, et si on est au milieu de très gros sites avec des grosses notoriétés, une grosse intériorité, et qu'on n'a aucun backlink, on ne sortira pas non plus. Donc finalement, il faut tout vérifier à chaque fois, tout redécortiquer. Et je dirais qu'après les audits au fil de l'eau du site, c'est plus rapide parce qu'on va on va checker dans les grandes lignes, vérifier, et puis après on a quand même beaucoup d'outils de monitoring pour euh, surveiller les problèmes et corriger le problème quand il se présente. D'accord, donc dans l'idée, c'est un gros audit, entre guillemets, à la création même, enfin ce que tu as dit en amont de la création du site, et après, c'est des audits de suivi de vie de site, et c'est plus rapide peut-être?
Bah, tout dépend ce qui se passe en fait. Il y a des fois où on peut se retrouver à faire de très gros audits en milieu de vie d'un site parce qu'il y a eu des changements, parce que la techno a changé, que Google voit les choses un peu différemment, qu'il interprète mieux certaines choses. Donc, tout dépend. Mais je dirais si par exemple sur les SEO chez l'annonceur, il faut une fois par mois se lancer un outil de crawl et regarder s'il n'y a pas des erreurs. Parce que les devs, ils ont mis en ligne quelque chose et puis ils se sont zappés. Par exemple, ils ont remis la moitié du site en no-index. C'est pas, ça arrive. Donc nous, on D'accord. s'arrache les cheveux en disant mais je comprends pas pourquoi ma page elle a disparu. Et c'est normal, elle n'est plus indexée, par exemple. Alors justement, tu viens de parler d'outils. C'est ma question suivante. Pourquoi est-il préférable de passer par un expert SEO et non pas utiliser un logiciel automatique pour faire son audit de site? Alors, le logiciel automatique, il va vérifier un point et donner une réponse par rapport à ce qu'il constate. Donc, si par exemple, on lui dit, va vérifier les titles, on va lui dire, si le title il est trop long, tu renvoies un message comme quoi le title est trop long. S'il est trop court, tu renvoies un message comme quoi il est trop court. S'il est entre 60 et 75 caractères, tu vas dire que c'est à peu près correct. Ça, c'est l'outil automatique va dire ça. Par contre, l'expert SEO, il va dire, ouais, mais au-delà de la taille, il n'est pas pertinent. Parce que si j'écris bienvenue sur mon site ou bienvenue sur la home page de mon site, je suis bon en termes de caractères, c'est correct. Quelque chose près, on doit être à 40-50. Donc, on est bon. Donc, je vais passer les outils, il va me dire, tu es un peu court, mais il est pas du tout pertinent. Donc, il faut vraiment apprendre à sortir des outils. L'outil, il va lister les erreurs, mais il faut regarder son site, en fait. Et ça, les experts, ou en tout cas les consultants, savent le faire. Et je trouve que tout ce qui va, y compris les outils qu'on utilise nous, en fait, il faut vraiment sortir de l'outil et regarder ce qui se passe. Si on fait que regarder Screaming Frog, qui est génial, il me remonte, est-ce que mon title, il est long, court, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est dupliqué? Mais il ne me dit pas, est-ce qu'il est pertinent? Ça, il ne sait D'accord. pas me le dire, en fait. Ok, Donc, donc il faut ouvrir ses petits yeux. ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que voilà, on dispose de beaucoup d'outils actuellement pour le référencement naturel de nos sites, mais tu es en train de m'expliquer qu'on a encore besoin de l'humain, d'analyser voilà, la recherche vraiment que font les personnes sur Google, qu'on a besoin de ce côté humain pour bien faire les choses et bien faire son audit et son référencement du coup. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas encore se passer de l'humain et de regarder pour de vrai. C'est typiquement quand on achète des backlinks, beaucoup s'arrêtent aux indicateurs. Donc le trust flow, le citation flow, le nombre de domaines référents, je sais pas, les mots-clés sur lesquels le site y sort. Et souvent, ils s'arrêtent là. Le truc, c'est que parfois, on ouvre le site et qu'on regarde, on se dit, mais je ne pose pas un lien là-dessus. Parce qu'on se retrouve sur un site qui sent le référencement à plein nez, avec des articles sur le CBD, le poker, le casino, le Viagra, la Louboutin pas cher et la Nike de contrefaçon. Et nous, on ne veut pas positionner notre joli petit site qui vend, je ne sais pas, nos nouvelles créations de bijoux au milieu de ce foutoir. Dans le D'accord. meilleur des cas, ça vaut rien. Dans le pire des cas, ça pourrait nous pénaliser. Et puis, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, il faut Ok, sortir des outils, il faut regarder. ok. Ok, ça marche. Et du coup, de ton côté, alors qu'est-ce que tu as pu rencontrer peut-être comme erreurs les plus fréquentes sur des sites lors de tes audits? Est-ce que tu en as en tête? Alors, oui, tellement que je ne sais même pas par laquelle commencer. Une qui en ce moment est particulièrement tordue, ce sont les canonicals mal gérés. Et souvent parce elles pointent vers une page qui est elle-même en redirection. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur les canonicals? Parce que moi, je débute dans le SEO, je ne connais pas encore un peu tous ces comment on dit, mots techniques. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors, la canonical, c'est une balise qui a été créée par plusieurs moteurs de recherche il y a plusieurs années maintenant. Je crois que ça date
2012 ou 2014, dans ces eaux-là, pour en fait expliquer au moteur de dire ne prends pas en compte cette page-là, prends plutôt celle-ci en compte. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est j'ai une page, j'ai ma page de t-shirt et j'ai ma page de t-shirt triée par prix. OK. Si ma page de t-shirt triée par prix génère une nouvelle URL qui est indexable, on va dire à Google et aux autres moteurs, ne prends pas en compte celle qui est triée, tu la connais déjà quand elle n'est pas triée. Et on va du coup, de fait, limiter les problématiques de contenu dupliqué ou de contenu trop proche. D'accord. C'est OK. l'exemple le plus facile. Après, on va en avoir plein sur les sites, mais souvent, on va s'en occuper sur les tris, les filtres. Si par exemple, j'ai 2 t-shirts rouges qui sont les 2 t-shirts rouges à manches longues, et si je trie par t-shirt rouge ou je trie par manche longue, en fait, j'ai le même résultat. J'ai toujours mes 2 t-shirts rouges à manches longues. Donc, à un moment donné, on va dire à Google, bon, t'en choisis une, ça ne sert à rien de se mettre sur les deux. OK. Sauf à écrire du contenu différenciant, etc. Mais from scratch, en général, on s'en sert comme ça. Et la problématique qu'on rencontre en ce moment, c'est une mauvaise gestion de ça, en fait, une mauvaise compréhension et une mauvaise utilisation. Typiquement, ce qui peut arriver, c'est une canonical qui renvoie tout le monde vers la home. C'est-à-dire qu'on dit à Google, ne considère aucune de mes pages, considère que la home. D'accord. Donc, c'est compliqué d'indexer les 500 pages qu'on a sur notre site. Et une qui est un peu plus tordue, c'est qu'en fait, on a des canonicals, on a l'impression qu'elles sont bien gérées, mais si on les recrawl ou si on ne demande pas à nos outils de les vérifier, parfois on s'aperçoit qu'elles pointent vers des pages en redirection ou des pages en erreur. D'accord. Donc, on dit à Google, ne prends pas cette page-là, prends celle-ci, mais on l'envoie sur une erreur. Et ça, en ce moment, je trouve que c'est l'erreur la plus commune qu'on voit, une mauvaise gestion de ça, et qui fait de OK. très gros dégâts. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, soit en lien avec les erreurs que tu peux raconter, enfin, que tu peux rencontrer ou autres dans ton parcours? J'en ai une qui est rigolote, c'est pas vraiment une erreur, mais ça me fait rire. Magento s'obstine à mettre une balise metaname title qui n'existe pas. Donc, il met bien le title, mais il rajoute cette balise metaname title, ce qui n'a jamais existé, ni en HTML, qui est prise en compte par personne. Et ça fait 15 ans que ça dure, quoi. Et encore aujourd'hui, du coup, ça dure encore aujourd'hui? Oui, oui. Ouais, voilà, Ça je travaille sur un Magento 2 et je me suis marrée parce qu'en fait, en recheckant le code source, j'ai vu, mais putain, ils ont mis à jour leur truc là, et non, ils ont toujours gardé ce truc qui sert à rien, qui n'est pas dans les docs de rien. Donc, je comprends pas. Alors, bien hem, évidemment, c'est une erreur complètement anodine qui, si elle est là, c'est pas grave en fait. Mais ça sert franchement à rien. Je sais pas, un jour peut-être, ils l'enlèveront. on va espérer alors qu'un jour ça disparaisse. Et est-ce que tu aurais des conseils, à donner de base, à une personne qui vient, voilà, de créer son site ou qui prévoit de créer son site et qui ne sait pas du tout par où commencer? Voilà, qui débute comme moi dans le SEO, dans le business en ligne et qui ne sait pas par où commencer? Alors, la première chose, c'est de définir ses objectifs. À qui je vais parler? Est-ce que si j'ai un site de vente en ligne, de basket à la mode pour les ados, je vais pas leur parler de la même façon que si je vends des boîtes de pétri pour des chercheurs en laboratoire. C'est deux choses différentes et on ne va pas leur parler de la même façon. Et puis, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Si on est sur un blog, qu'est-ce que j'attends? Qu'on lise, qu'on voit mes pubs pour gagner de l'argent, qu'on clique, qu'on s'inscrive à la newsletter. Peu importe en fait l'objectif, mais il faut s'en fixer un. Parfois, on s'en fixe un par page. La page des produits, l'objectif, c'est de mettre dans le panier. La page de blog, c'est de lire l'article et de gagner un peu de notoriété. Chaque page peut avoir un objectif complètement différent. Une fois qu'on a ça, il faut se dire, OK, maintenant que j'ai à peu près défini mes objectifs, que j'ai défini mon produit, même si mon produit, c'est un article de blog, qu'est-ce qu'ils vont chercher les gens pour venir me voir? C'est qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans Google,
Et ça, il faut absolument le garder en tête. C'est connaître son internaute et, essayer de faire en sorte que tout ça, ça coïncide. Mon internaute et mon objectif. Parce que finalement, le référencement, ce n'est pas un objectif en soi. Être premier sur Google, ce n'est pas un problème. N'importe quel référenceur Enfin, n'importe qui peut être en premier sur Google. Mais sur quelle requête? Pour faire quoi? Parce que si on est en premier sur une requête où il y a 2 personnes par an qui cherchent, ça n'a aucun intérêt. Et si c'est une requête qui ne convertit pas ou qui ne nous amène pas de conversion, quelle que soit la conversion qu'on ait définie, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment que tout ça soit mis en relation. Et ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, c'est de dessiner son arborescence. Qu'est-ce que je mets où? Comment je range mes produits? Est-ce que mes t-shirts, je les mets tous dans vêtements ou est-ce que je les mets dans une catégorie haut et pas que dans vêtements? Est-ce que j'ai besoin de ma catégorie vêtements, par exemple? Ça, il faut le définir. Et l'autre conseil, c'est faites des maquettes, même si c'est avec un papier, un crayon sur un cahier, faites des maquettes pour dire est-ce que ma page, elle va répondre à mes objectifs? Ça évite d'oublier, par exemple, si notre objectif, c'est inscription à la newsletter, ça va éviter d'oublier le bouton de s'inscrire à la newsletter. En tout cas, ça va permettre de le remonter. Voilà. Et on pense ces maquettes mobiles. On arrête de faire des maquettes ordi. On les fait parce que l'intégrateur, il va en avoir besoin, mais on pense nos maquettes mobiles. Et surtout en SEO. Oui, c'est sûr que maintenant, C'est obligatoire maintenant. On est très nombreux à utiliser beaucoup plus le smartphone, enfin, en tout cas beaucoup plus, je le vois personnellement. Toute la journée, je suis sur le téléphone et pas forcément sur l'ordi. Donc, ça me paraît important. Ouais. Puis comme Google vient voir les sites en mobile, ça va nous permettre en tout cas de lui présenter quelque chose qui, a priori, lui convient. Parce que c'est pas rare. Donc, historiquement, on a rajouté du contenu dans les pages. Par exemple, une page de catégorie. À la fin de la liste de mes articles, j'ai 500, 600, 2000 mots rajoutés en bas. Et ça, souvent, sur mobile, on va les masquer. Voire, on les masque en CSS, ce qui est une mauvaise pratique, mais à la limite, ils sont encore dans le code source, voire parfois, ils ne sont pas du tout affichés dans le code source. Donc, ce qu'on présente à Google, c'est notre page sans notre contenu. D'accord. Donc, il faut bien se mettre à la place de Google. Google, il vient en mobile. Dans un premier temps, sans JavaScript activé, il faut regarder, nous, en disant, je désactive JavaScript, je me mets en mobile, qu'est-ce que je vois? Si je ne vois rien, ça arrive sur plein de sites, il va falloir que je me pose quelques questions en disant, OK, qu'est-ce que je donne à manger à Google, là, sur ce site? D'accord, OK. Et Google, du coup, maintenant, bon, c'est une petite question que je rajoute en plus. Google, maintenant, est-ce qu'il recherche, enfin, je sais pas trop exactement ce qu'il faisait, enfin, comment il s'en occupait avant de checker tout ça sur Internet, les sites, etc., pour les auditer à sa manière. Mais est-ce que maintenant, Google prend plus en compte ce que recherche une personne du côté, par exemple, enfin vraiment ce que va rechercher la personne, pas forcément l'optimisation du référencement, mais vraiment la réponse à la question de la personne. Qu'on va rentrer, par exemple, si une personne recherche, si elle a besoin d'une voiture d'occasion d'une certaine marque, est-ce que Google va privilégier un site qui répond vraiment à la question posée par l'utilisateur, la manière dont ça a été posé? Et non pas forcément si le site est vraiment optimisé au référencement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, si je suis claire. Oui, en fait, alors oui, en tout cas, c'est ce qui nous vend et c'est ce vers quoi on tend. Donc, il tend de plus en plus à essayer de comprendre l'intention de recherche et donc de positionner, de présenter des résultats à l'internaute qui correspondent à l'intention de recherche. Mais c'est de plus en plus visible, mais il y a encore beaucoup de requêtes où c'est encore un peu brouillon. D'accord. Mais Voilà. il faut. Mais finalement, si au départ on a pensé notre site en disant c'est quoi mon objectif, à qui je parle, a priori on est déjà dans les clous. Mais à qui je parle et qu'est-ce qu'il veut, mais ça c'est pas du SEO en fait, c'est du business en fait. Ça, c'est du Donc commercial. si C'est déjà le côté, ouais donc je réponds à une requête.
Si dès le départ, on répond à peu près bien à la requête, parce qu'on a réfléchi en disant à qui je parle, c'est qui mes personas. Alors, je sais que c'est chiant à définir les personas, mais en fait, c'est utile. C'est qui mon persona? Qu'est-ce qu'il cherche? Comment il va chercher dans les moteurs? Et quelle est la réponse que je lui apporte? Si déjà on avait déjà imaginé notre site comme ça, là, globalement, les changements des changements de compréhension de Google devraient bien se passer. Si on a fait un site en disant je veux ranker sur Plombier Toulouse, sans réfléchir à ce que l'internaute fait, pourquoi il cherche un plombier, etc. Et B, effectivement, on va prendre un carton assez rapidement. Même si on est super optimisé, là, je pense que Google va petit à petit, en fait, déclasser ces sites-là pour ils ne sortiront que sur Plombier Toulouse. Alors que l'internaute, il va chercher sur son téléphone OK Google, j'ai les pieds dans l'eau, trouve-moi un plombier. Ou OK, trouve un plombier donc près de chez moi. ça marche. Donc vraiment, ne pas oublier le côté bah, humain qu'on a toujours, hein. Ça reste, OK, on veut se positionner sur Google, mais on reste bah, commerciaux, et on répond à des humains derrière qui recherchent des choses exactement comme ils en ont besoin. Donc, ne pas oublier qu'on s'adresse à des personnes derrière comme nous. Et du coup, j'ai une dernière question à te poser, même si on l'a un petit peu abordé sur toutes les autres. Tu m'as un peu répondu, tu m'as déjà un peu répondu pour toi. Qu'est-ce qui te semble le plus important, entre guillemets, pour référencer un site et plaire à Google aujourd'hui, le soin du contenu ou les points techniques? Alors, même si tu m'as répondu que c'était un tout, qu'est-ce qui, selon toi, est plus important que l'autre? Je vais mettre la technique en amont parce que si la technique ne va pas, il ne voit pas le contenu. Ok. Voilà. Mais voilà, il faut forcément que nos sites, techniquement, ils soient parfaits. En fait, pas parfaits, toujours des choses qui ne vont pas, mais que Google, il arrive et il se sente à la maison. Imaginez un bonhomme qui vient, il faut qu'il se balade dans votre maison et quand on lui indique les toilettes, ben, on ne lui met pas une redirection. Hein, parce qu'il est pressé, il veut y aller vite. Donc, on lui met pas c'est là-bas. Ah bah non, en fait, finalement, c'est là-bas. Et ben non, parce que ça le saoule, on perd du temps. Alors, du coup, on peut l'expliquer, hein, c'est du budget de crawl de perdu. Il y a 10 millions de façons techniques de l'expliquer, mais en vrai, c'est sur votre site internet, il n'y a pas d'erreur, c'est pas possible. C'est chez vous, et c'est corriger les problèmes, quoi. Donc, quand vous crawlez votre site, vous devez avoir que des 200. Il n'y a aucune raison d'avoir des 404 ou des 301 à l'intérieur de votre site. Ok. D'ailleurs, c'était un truc qui m'avait fait rire. J'avais corrigé un site en espagnol quand j'étais chez l'annonceur. Et il y avait une agence espagnole en référencement qui était intervenue, qui ont bien sûr fait un mini audit. Et la première question qu'ils ont posée, c'est « Mais on a un problème, on ne trouve aucune erreur sur le site. » Ouais, c'est bon, je suis déjà passée par là, j'ai tout corrigé. Mais c'était la première chose qui les avait frappés, c'est qu'ils n'avaient pas de 404, pas de 301. Et limite, ils cherchaient ce qui n'était pas normal. Non, c'est bon, c'est corrigé. En fait, c'est juste ça, je les ai déjà corrigés. Puis en plus, c'est facile à faire en plus. Donc, on peut au moins faire ça, quoi. Ok, Voilà. super. Eh ben, merci beaucoup pour ta disponibilité et puis pour toutes ces informations qui, moi, de mon côté, vont beaucoup me servir aussi. Ça me permet de comprendre pas mal de choses. Et bah, je te souhaite une bonne journée et Ben, merci merci. beaucoup À encore. bientôt. À Au bientôt, revoir. très bonne journée. Salut.